Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là sur la chaîne Tech & Co. Que vous soyez sur les box SFR Orange Free ou Bouygues, que vous soyez sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à toute l'actualité de la SVOD, des films et des images et du son, bien sûr. Bienvenue avec au sommaire pour ce nouveau numéro du HE. Eh bien, on va aller à Cannes. C'est d'actualité. Comment se portent les relations entre la SVOD et Cannes? On en parlera. MK2 qui va diffuser, écoutez bien, des vidéos sur YouTube pour créer l'événement. Et puis notre top 5 des séries, ce sera par Sens Critique et Guillaume Boutin qui sera sur le plateau avec toute la team du HE qui me rejoint tout de suite. Merci d'être là. Bienvenue. C'est parti pour l'ultra haute émission sur la chaîne Tech & Co. Et encore une fois, merci de nous retrouver tous les mois pour ce rendez-vous atypique, quasiment une heure pour parler de toute l'actualité de la SVOD, du cinéma et de tout ce marché qui est en pleine ébullition. C'est l'ultra haute émission donc sur la chaîne Tech & Co. Merci encore une fois d'être là avec évidemment la team du HE. Guillaume Boutin est là. Salut Guillaume. Salut François. Cofondateur de l'excellent Sens Critique. On ne le rappellera jamais assez, si vous êtes un fan de séries, de films, de bouquins de musique, vous allez sur Sens Critique et vous retrouvez évidemment toute cette communauté qui critique les films, des fois positivement, des fois négativement, c'est ça qui est cool. Et puis Pascal Le Chevalier qui est avec nous. Salut Pascal. Bonjour François. Notre spécialiste SVOD. Salut Pascal. Et une deuxième spécialiste sera là tout à l'heure, je le disais, c'est Rebecca Blanc-Lelouch qui nous rejoindra tout à l'heure, qui fait partie de la rédaction de BFM Business. Vous serez gentil avec elle, j'espère. On va essayer. Allez, on y va pour l'actu de la SVOD de ce mois. Alors Pascal, tu as sélectionné pour nous, pour ce mois, un chiffre déjà 5 millions d'utilisateurs de l'offre avec pub pour Netflix. Ça fait un moment qu'on en parle, on ne savait pas trop si ça allait marcher. Visiblement, ce chiffre 5 millions, il claque quand même, c'est pas mal. Alors, il faut rappeler effectivement que tout le monde attendait de savoir ce qui se passait sur le marché publicitaire de la SVOD. Il se trouve qu'il y a une grande manifestation qui est organisée il y a quelques jours à New York, où là, les plateformes dévoilent auprès des annonceurs l'attractivité de leur offre. Et donc Netflix a été obligé de donner des chiffres. Donc 5 millions d'utilisateurs quotidiens. Je rappelle qu'il n'y a que 12 pays aujourd'hui qui sont éligibles à la publicité dans l'offre de Netflix. Et Netflix a déclaré que ça représentait 25% des nouveaux abonnés. Alors il y a un tour de passe-passe qui a été fait par Netflix. Je rappelle qu'en France, cette offre avec publicité à 5,99 avait été lancée sous le nom de Essentiel avec pub. C'était une 4e offre, sachant que Netflix, historiquement, n'a que 3 offres. Et en fait, depuis quelques semaines, ils ont supprimé cette offre essentielle avec pub qui est devenue l'offre standard. C'est-à-dire que le premier prix, quand on veut s'abonner à Netflix, aujourd'hui, il n'y a plus le choix entre une offre à 7,99 ou une offre à 5,99, c'est 5,99 de base avec la publicité. Et ils annoncent aussi le fait qu'ils vont augmenter le nombre de contenus éligibles par rapport à l'offre plus chère, qui permettrait d'avoir quasiment un catalogue ISO, mais avec de la publicité, donc vraiment avec un argument prix très très fort. Donc c'est à la fois une nouvelle intéressante et qui permet de dire que finalement le public est plutôt réceptif, alors que pendant des années, on a dit que les gens qui s'abonnent à la SVOD, c'était pour avoir des contenus sans publicité. Mais l'argument prix aujourd'hui est plus fort que tout. Il ramasse tout sur son passage. Et donc, forcément, ça a du succès. Et il paraîtrait que cette offre donc, de Netflix avec la pub représente 25% des nouveaux abonnés. Ouais. Ce qui n'est pas anodin. Est-ce qu'à Sens Critique, la communauté réagit sur cette offre-là? Est-ce que certains de vos membres disent non, nous, on ne veut pas de pub, ou alors on trouve que la pub, c'est cool finalement, ça fait baisser le prix? Non, on n'a pas eu, sincèrement, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires qui ont été faits dessus. La seule chose... Cela dit, c'est récent en France aussi. Ouais, mais je pense que peut-être il y a une chose que je perçois, mais juste vraiment au feeling, c'est que je me demande si le piratage ne va pas réaugmenter cette année en fait. Moi c'est plutôt comme ça que je le perçois. Piratage qui était quand même plutôt bien calme, mais aujourd'hui la multiplication des offres, les prix, si on veut que ce soit pas cher, il y a de la pub, etc. On va peut-être revenir un petit peu plus de piratage. Mais je vous dis ça vraiment au feeling, j'ai pas de chiffres ou de choses comme ça pour étayer.
Le piratage, oui, qui est toujours là. Hein. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'un film sort dans un pays et pas dans les autres, voilà, il est après disponible ou en streaming ou en torrent. Je pense pas qu'on reviendra jamais à des niveaux d'il y a, c'est clair, 6, 7, 8 ans. Mais ça va peut-être relancer quand même un petit peu. Et puis la peu multiplication de ces offres. Aujourd'hui, si tu veux avoir tout, c'est plus de 100 € par mois. Donc voilà. C'est vrai. Évidemment, peu de gens peuvent se permettre ça. Avec l'offre, enfin, je ne vais pas leur faire de la pub, mais l'offre globale ciné-série de Canal, qui contient donc en plus de Canal Disney, Netflix, Paramount et maintenant Apple qui est en plus inclus. TV, on arrive à 45 € si je dis pas de bêtises. Parce que pour me confirmer dans ces eaux-là. T'as pas de foot. Bon alors ça c'est un autre bien débat. sûr. Mais si tu veux être abonné à la majorité, donc il reste Prime Video à part puisqu'ils ont leur propre offre qui a intégré donc HBO récemment. T'as quand même une offre assez conséquente. Voilà, si tu devais les acheter un par un, là, tu en aurais pour 70-80 €. Moi, sur le piratage, j'ai un avis un peu différent parce que je pense qu'il y aura toujours un noyau dur de geeks qui sont des pirates de long terme et qui savent où aller chercher. Pirates dans l'âme. Oui, qui sont pirates dans l'âme, donc ils savent où aller télécharger, s'il faut aller sur le dark web, enfin voilà, ils ont des techniques, ils savent utiliser des logiciels, etc. Puis après, il y a le grand public qui aujourd'hui, effectivement, n'a pas le temps forcément d'aller chercher les programmes et qui va faire du picking. Et finalement, c'était ça aussi qui avait beaucoup fait augmenter le piratage. Et aujourd'hui, on le voit en tous les cas dans tous les gens qui parlent de piratage, c'est essentiellement le piratage de produits sportifs qui pour le coup est devenu là aussi une usine très très importante parce que comparativement aux offres de SVOD ou de TVOD où les prix unitaires sont quand même entre 5 et 10 €, quand on rentre dans les droits sportifs, ça coûte beaucoup plus cher. Et là, c'est là où le piratage est très très actif et les gens piratent des événements live. Donc là aussi, il y a une attractivité qui est très très forte. La SVOD et la TVOD, malheureusement, c'est que du différé. Enfin, c'est pas des produits extrêmement chauds. Voilà, donc pour le coup, voilà, messieurs les pirates, bonjour. On revient en France avec Médiamétrie qui a communiqué des chiffres intéressants concernant la SVOD et on se rend compte que la SVOD, on le voit tout autour de nous, on parle que de ça, hein, franchement, devant la machine à café, qu'est-ce que tu as regardé comme série ou comme film hier ? 9 millions de consommateurs de SVOD par jour Par jour en France, oui. Alors c'est un chiffre qui est relativement stable par rapport à 2021, mais enfin, c'est quand même 9 millions de téléspectateurs qui, le soir, font de la SVOD, et donc forcément... Ça inclut le replay ou pas ? Non, c'est que la SVOD payante. Ça inclut pas TF1 et Sisplay, etc. Non, c'est vraiment... Oui, donc c'est du Netflix, le Prime, le MyCanal... ou les offres payantes de TF1 qui a une offre payante, même M6, voilà, c'est vraiment la pure SVOD, ce qui représente aujourd'hui une moyenne de 3 heures et 5 minutes par jour. Alors sachant que les populations les plus jeunes sont au-dessus de ces 3h05, plutôt 3h15, 3h30, et puis on va tomber à 2h50 quand on va arriver chez les plus de 50 ans, les vieux. Ouais. Mais déjà, moi, j'aimerais bien regarder 2h50 de VOD par jour. Hein. J'ai pas le temps, les amis. Hein. Alors, là, on ne le montre pas, mais en fait, toutes les études indiquent que le timing de consommation de la SVOD, c'est le même que celui de la télévision. C'est-à-dire que c'est le prime time, et c'est 19h, 23h. Et ça, forcément, ça vient empiéter sur le temps télé, qui, lui, a perdu un quart d'heure l'année dernière. Et ça va continuer, parce que les offres de SVOD sont de plus en plus denses, avec des programmations aussi qui sont de plus en plus Et on revient à ce que tu disais, c'est qu'il n'y a que le direct finalement qui garde une attractivité pour vivre un événement tous ensemble, que ce soit le sport, que ce soit peut-être certains événements comme The Voice, etc., où il y a quand même un enjeu direct. Voilà, les grands divertissements. Mais petit à petit, on voit que les taux se resserrent quand même sur ce type d'événements. La télé, finalement, il va lui rester 3 arguments. L'info. Oui, l'info. Parce que l'info, c'est quand même important. Le sport, en direct. Et puis les grands divertissements. Donc ça va aller de Top Chef, effectivement, à The Voice, ou sur d'autres types de programmes que les chaînes arrivent à produire avec des spécialistes, qui sont des grandes boîtes de production avec des déclinaisons mondiales. Et puis après, pour le reste du terrain de jeu, il va se réduire avec le temps. Par exemple, on a appris récemment qu'Apple allait probablement participer aux enchères de la Première Ligue en Angleterre. Donc ça veut dire que les chaînes qui aujourd'hui diffusent la Première Ligue, qui est quand même la licence la plus chère du monde en matière de football, risquent de se retrouver entre les mains d'un opérateur. Mais enfin, en France, c'est déjà le cas. Qui ont beaucoup plus de moyens que les chaînes. Apple bon, voilà, c'est quasi illimité en fait comme budget. Et je rappelle qu'ils ont la MSL. Et les médias traditionnels ne pourront pas se battre. S'ils le veulent et que ça leur fait perdre de l'argent, mais que c'est strat, ils s'en foutent. Pas de problème. Tout à fait. Pour rendre attractive leur offre.
Et c'est là où MyCanal est très, très, très malin, je pense, parce qu'effectivement, tout ça, je pense que la direction de MyCanal le sait, et que voilà, demain, on retrouvera aussi des grands rendez-vous foot sur Apple TV, donc via MyCanal. Et je ne sais pas s'ils reprendront les événements sportifs, tu vois. Bah, je pense qu'il tu veux faudra savoir payer un quelle est la abonnement. nature Il faudra du- payer un ouais, abonnement bien sûr. supplémentaire. bien sûr. Mais tu le paieras, je pense, dans l'interface MyCanal pour que ce soit encore plus fluide. Je pense. En tout cas, tout ça présage, c'est quand les dates importantes des prochains Alors, droits de foot je crois que pour la première ligue anglaise, ça va arriver rapidement. Et j'ai précisé tout à l'heure que Apple détient déjà la MSL, donc la ligue de soccer aux États-Unis, donc ils ont l'expérience. Et pour la France, ça devrait pas tarder à arriver. Je ne sais pas si c'est pas 2024. Et là, il va y avoir une très très grosse bataille parce que l'expérience Amazon, qui a sous-payé les droits, a pas mal énervé Canal. Et donc là, il va y avoir une grosse baston et peut-être qu'il y aura une alliance, comme tu le disais, objective entre un acheteur qui serait Apple et un diffuseur qui serait Canal. Oui, et puis est-ce qu'Amazon va rempiler à la fin de son contrat concernant la Ligue 1 ? Parce que d'après ce que j'ai compris, ils perdent beaucoup d'argent. Comme tout le monde. Avec ça. Et enfin, voilà, ça va être intéressant de suivre tout ça. Exactement. Dans l'actu, Pascal, Ouais. est-ce que tu es allé à Cannes ? Alors je sais que tu as Je suis allé à la sillonné Cannes à le la télé. monde. Tu étais à Miami, mais bon, tu t'es trompé de destination finalement, parce que c'était à Cannes que tout se passait, là, avec le festival, bien sûr. Et le festival qui, petit à petit, voilà, est infusé par les contenus de SVOD, en tout cas des plateformes. On sait que ça a été très tendu les années précédentes. Tellement tendu que voilà, il y a eu un blackout de la part des organisateurs du festival concernant les contenus de Netflix, notamment. Visiblement, la température se réchauffe. Alors oui, deux choses déjà. Le conseil d'administration continue de bannir les films qui ne sortent pas en salle de la sélection officielle et de toutes les compétitions cannoises. Cependant, on a changé de président, puisque maintenant on a une présidente pour le festival qui a remplacé Pierre Lescure, qui est Iris Knobloch, qui était l'ancienne patronne de Warner Europe et qui donc a sans doute beaucoup œuvré pour essayer de détendre l'atmosphère entre les plateformes et le festival. Et donc cette année, le phénomène emblématique, c'est effectivement le retour de Martin Scorsese qui revient avec un film qui est The Killer of the Flower Moon, avec De Niro. Qui rafle en fait tous les compliments, d'après ce que j'ai compris. Ouais, pas mal. Pas mal, Moi, je pense que ça quand peut même, être un petit peu mieux. Mais Ah bon ? Ouais, il y a des petites déceptions. c'est pas. On n'est pas sur le meilleur film de Scorsese. Tu l'as vu ? Non. Enfin, tu as eu des échos. Oui, j'ai eu beaucoup d'échos dessus. D'accord. Les échos sont très bons, mais on parle de Scorsese. 3h20. Oui, et puis on parle dans un contexte de festival, de Cannes, etc. Voilà, et en plus avec l'avenue de Leonardo, Voilà. de Il y Niro, avait toute la etc. crème. Donc il y a eu tout un truc. Mais donc non, les retours sont bons, mais 3h20, hein, quand même, Ouais, hein. 3h20, un petit film à 200 millions d'euros, financé par Apple. En totalité ? Ouais. Ouais. Wow. Donc la particularité, si. oui, mais avec la distribution. Alors, justement, ouais, Apple savait qu'il y allait avoir sans doute des petits soucis en Europe, et en particulier en France, où Martin Scorsese est vraiment quelqu'un d'admiré, de reconnu, parce qu'on rappelle que certains cinéastes américains ont plus de succès en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, Apple a conclu un accord de distribution salle avec Paramount, ce qui fait que le film sortira en salle en France le 18 octobre, et donc il faudra attendre 17 mois pour le retrouver sur Apple TV+, en France. Pendant ce temps-là, dans tous les autres pays du monde où il n'y a pas de chronologie des médias, le film arrivera très très rapidement, dès qu'Apple appuiera sur le bouton. Et le paradoxe, c'est qu'il va arriver sur MyCanal bien avant sa diffusion sur Apple TV. tout à fait. Tout à fait. Enfin, quoique, peut-être qu'ils ont un deal particulier, on ne sait pas. Peut-être qu'ils vont fermer les droits jusqu'à la SVOD, on sait, ça, Ouais. je t'avoue, je ne sais pas. Bizarre, non ? Enfin, ça serait une première, non ? Alors, Parce qu'en général, Canal diffuse bah, quelques évidemment, mois après leur Alors, sortie en salle des la films. règle, il y a plusieurs règles. Effectivement, quand un film sort en salle, la chronologie se met en place, numéro de visa, donc chronologie, à 4 mois le DVD et la VOD, à 6 mois Canal. Il n'a pas été raccourci d'ailleurs ce délai Non. dans la nouvelle chronologie Non, des médias, parce c'est toujours 6 mois ? 8 à 6, non ? Oui, alors on est passé de 8 à 6, mais la nouvelle chronologie... D'accord, c'est 6 aujourd'hui. Oui, le seul Ok. sujet qui est encore en débat, qui n'a pas été tranché, c'est le fait de pouvoir mettre l'IST, le téléchargement définitif, de manière officielle à 3 mois et non pas à 4, D'accord. pour que la VOD gagne encore un mois. Parce que je rappelle que la seule fenêtre qui s'est raccourcie
par rapport à la chronologie des médias, c'est la fenêtre de la SVOD qui a perdu 2 mois, puisque Canal a été raccourci de 2 mois. Et donc, à partir du moment où le film sortira sur Canal, il n'y a plus de holdback possible sur la VOD. Donc ça veut dire que le film sera effectivement disponible en IST et en location sur les plateformes de VOD qui ont un deal avec Paramount, sur Canal à 6 mois et donc sur Apple TV+ à 17 mois, donc 1 an et demi plus tard. Donc c'est la particularité de la France. Et donc Apple accepte cet état de fait. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'aussi, ils veulent montrer leur bonne volonté et montrer qu'ils sont là aussi pour financer des projets ambitieux, je pense cinématographiques. Vraiment. Mais il y a aussi ce phénomène que moi, que j'ai souvent évoqué ici, c'est qu'aujourd'hui, pour une plateforme, c'est très difficile de faire émerger en notoriété un film qui ne sort pas en salle. C'est-à-dire qu'un film qui sort en salle va acquérir une notoriété quasiment naturelle, parce qu'en France, on suit énormément l'actualité des salles. C'est beaucoup plus compliqué pour les films de SVOD. Peut-être que là, ils ont voulu lui donner un petit peu ses lettres de noblesse. Je pense que la présentation en Cannes a probablement joué aussi, puisque sinon, le film n'aurait pas pu être présenté à Cannes s'il ne sortait pas en salle. Donc ça montre une fois de plus bien sûr. Que quoi qu'on dise... C'est presque un symbole, finalement. Non, mais surtout, les plateformes ont besoin des salles. Alors, je rappelle aussi que quand un film sort en salle, il y a du marketing, il y a de la presse, il y a de la critique cinématographique classique. Il y a tout un buzz qui existe aujourd'hui dans la SVOD. Beaucoup moins. Rien à voir. Enfin, nous, on peut le voir sur Sens Critique, mais ça peut se vérifier sur n'importe quelle plateforme. C'est si tu regardes je sais pas, on va prendre l'exemple de chez nous, mais je te répète, c'est à peu près partout pareil. Tu regardes les 10 films les plus populaires de 2022, tu en as un en SVOD. Voilà. Là, c'était Glass Onion, par exemple, qui est vraiment sorti du lot. L'année d'avant, il y en avait un aussi, j'ai oublié. C'était le film avec DiCaprio, Don't Look Up, pareil, qui était sorti en vrai, mais tu as un film comme ça, alors qu'ils en bastonnent quand même beaucoup. Après, est-ce que c'est pas aussi une habitude, je dirais presque sociétale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude de donner plus d'importance au cinéma, mais est-ce que ça va pas changer avec le temps, finalement? Non, parce que la dimension de bouche-oreille repose aussi énormément sur la salle. C'est-à-dire que si tu vas voir un film, enfin là, je vous dis, c'est un peu dépensif, mais si tu es enfermé 2 ou 3 heures dans une salle et que tu regardes un film, tu vas t'en souvenir 1000 fois mieux que l'une de tes nombreuses soirées de la semaine. Il faut qu'il soit bien, parce que s'il n'est pas bien, tu t'en souviendras pas. Oui, mais tu t'en souviendras aussi en disant que c'est du mal, mais ce sera beaucoup plus impactant, et toi, tu auras tendance à beaucoup plus en parler que si tu as maté ça entre 2 séries, en train de mater ton Insta. En matière de marketing, tu as le rendez-vous à 4 mois qui est le DVD, qui a quand même son importance, même si le marché se tasse. Tu as la sortie en VOD où les plateformes recommuniquent, tu as la sortie sur Canal où il y a une recommunication, et donc tout ça crée un tissu puissant que n'a pas un film qui sort direct en SVOD. Voilà, en tout cas, Tim Cook a monté les marches. Il était en deuxième rang. Oui, bien sûr. Juste derrière. En disant, je contrôle le business. T'as payé ta place de 100 millions, voilà, exactement. Ça va, quoi. C'est bon. Et voilà. C'est plutôt cool. Non, mais c'est un signe, je trouve, c'est un signe fort aussi de la part d'Apple d'être dans ces événements-là, de dire, attention, on est dans le game, les gars, maintenant. Et on va investir. De Niro, comme tu disais. Ils sont payés Scorsese, De Niro, DiCaprio, donc bon. Ouais. Tiens, on parlait justement de l'audience des films. Voilà un film qui est sorti que sur Netflix et qui cartonne, qui est le film français le plus vu dans le monde sur Netflix, c'est Aka. Oui, Aka. Avec Alban Lenoir et Éric Cantona, pour ceux qui sont familiers de ces 2 acteurs-là. Donc, Alban Lenoir, c'est notre Jason Statham. C'est-à-dire qu'il a fait plein de films, mais en fait, il était mis en avant, et avoir une vraie notoriété de bastonneur et de driver. Oui, puis de films d'action à la française qui n'ont pas grand-chose à envier. Exactement. Et donc, alors, j'ai regardé la note Sens Critique, 6.1. C'est bien. Donc voilà, c'est... Non, 6,1, je fais une parenthèse, pour ce type de film, pour des films d'action comme ça, qui sont des films popcorn, 6,1, c'est une bonne note. Ça veut dire que... Il a réussi son pari. Voilà, c'est un bon film d'action. Voilà. Tu vas pas en sortir plus intelligent. C'est comme un film d'horreur. Un film d'horreur qui a 5, par exemple, ou 5,5. À partir de 6. À partir de 6. Voilà, cette catégorie de films, quand tu commences à avoir 6 de moyenne, ça veut dire que le film fait le job, entre guillemets. Très bien. Donc les critiques sont plutôt bonnes sur Aka. Correct, on va dire. Correct. Voilà, alors que les gros films d'action en plus français, parce que souvent les films d'action français c'est pas toujours là, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'au niveau de la prod et de la réal, ils tiennent un bon filon, quoi. Il y a eu Balles perdues avant, qui avait très très bien marché aussi. Et c'est 100 millions d'heures de visionnage. C'est 100 millions d'heures, là j'ai refait le calcul hier soir parce que Netflix se publie toutes les semaines, donc c'était à 81 millions
C'était la première communication, et là aujourd'hui ils sont arrivés à 100 000, quasiment à 100 millions. Mais bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire en fait. 100 Non, mais millions d'heures. Évidemment, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'un Netflix mondial? C'est ça le truc. C'est difficile à dire. Mais comme je vous dis souvent, si Netflix nous dit ça, c'est qu'ils ont un truc à nous dire. Enfin, je veux dire, Netflix ne communique pas de chiffres au hasard. Donc moi, je pense qu'ils veulent montrer peut-être derrière qu'ils sont actifs sur les prods françaises, et la preuve, ça marche en plus à l'international. Ouais. Oui, et puis ils ont besoin aussi de se rassurer. Et dernier point, il faut aussi dire que le cinéma sur les plateformes de SVOD, ça n'est que 20% de la consommation. Donc encore une fois, les plateformes de SVOD, elles sont faites pour les séries, et le cinéma reste marginal. Et ce qui explique aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que les films soient moins exposés, moins commentés, moins visibles. Et la frontière devient tellement ténue entre des belles séries et des films finalement, parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as des séries. Oui, largement. En fait, c'est la narration qui est plus longue, mais les moyens sont équivalents aux plus grands films. En fait, c'est ça qui est intéressant. Merci Pascal, tu restes avec nous car tu vas commenter bien sûr comme à chaque fois le bilan des 5 séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique avec Guillaume bien sûr. Alors, monsieur Guillaume Boutin, qu'est-ce que ça donne ce top 5 des séries qui ont le plus buzzé sur Sens Critique ce mois-ci? C'est pas le top de l'année, voilà, il y a quelques trucs, mais restez avec nous quand même, ça va être intéressant. Mais c'est le mois des ponts. Par rapport à la semaine dernière, on commence la critique, bon vous savez quoi, c'est nul. Donc vous pouvez zapper, aller voir ailleurs. Allez hop, merci à vous. Mais non, attends, la Reine Charlotte quand même. Ben oui, forcément, on peut pas passer à côté de la Reine Charlotte diffusée sur Netflix. C'est pas trop mon truc, mais ça a l'air bien. Moi non plus, mais bon, pour rappel, c'était donc un préquel des chroniques de Bridgerton. Alors, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que, là aussi, je vous en parle assez souvent, mais plus ça va, plus on va vers un monde de licence. Et donc, plus ça va, plus les plateformes, dès lors qu'une IP, enfin donc une licence marche, ensuite, on va avoir tendance à les décliner. Et donc là, aujourd'hui, ce préquel va s'attacher à nous raconter l'histoire du personnage de la Reine Charlotte. Alors, pour rappel, la Reine Charlotte, qui était en plus le personnage qui avait fait polémique du fait de sa couleur de peau, qui avait déclenché des débats sans fin entre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Pour rappel, les créateurs de la série disent que leur série est une fiction et que donc il faut accepter le fait que ce soit une fiction. Et voilà, et bref, on va suivre son parcours quand elle est arrivée, quand elle était promise au roi pour épouser donc le roi, et comment en fait elle s'est faite sa place à la cour. Et bien contre toute attente, c'est plutôt bien été chez nous. On est à 6,5 de moyenne. Pour ce type de série, c'est vraiment pas mal. Bridgerton, c'est noté 5,8 chez nous. Ah ouais? C'est pas catastrophique, c'est moyen. Mais donc le préquel fait mieux que la série originale? Ouais, tout à fait. Mais parce que je pense que c'est beaucoup lié au personnage. Parce que c'est un des personnages qui a le plus fait parler, en fait, et on a envie d'en savoir plus. Il est assez attachant. Voilà, et comme toujours, c'est une très belle prod. Alors, à l'eau de rose, etc. Mais c'est vrai, voilà, il y a des beaux décors, des beaux costumes. Globalement, c'est plutôt bien écrit. Dès lors que les gens que ça énerve acceptent le fait que c'est une fiction. Oui. Et qu'on peut s'amuser comme le fait Tarantino dans tous ses films. Je vous rappelle que Tarantino a tué Hitler, a sauvé Sharon Tate, etc. Et voilà, c'est comme ça, c'est un type de narration. Bref, donc c'est pas mal. Si vous êtes client de cet univers, je vous la recommande. Toujours produit par Shonda Rhimes, on va dire la géniale, en tout cas la surdouée dans la production, à qui l'on doit entre autres Grey's Anatomy. Deuxième série. Série française, ouais, tout à fait. BRI, sortie sur Canal, donc création originale de Canal, très belle prod, etc. Avec beaucoup de com quand même autour de cette série aussi. C'est un très très gros enjeu pour eux. Ça a très bien marché en audience d'ailleurs. Et même chez nous, alors on va le voir, la note est moyenne, mais en revanche, beaucoup de gens quand même l'ont noté. Alors pour rappel, BRI, ça veut dire Brigade de recherche et d'intervention. C'est l'unité spécialisée dans le grand banditisme. Donc ce sont ceux qui courent après les vrais voyous, les braqueurs, etc. Et on va y suivre Saïd qui débarque et qui prend la tête en fait de cette unité et qui va remplacer donc un chef qui était charismatique qui s'appelle Patrick, dont les méthodes étaient un petit peu cheloues. On est toujours un petit peu dans des eaux troubles. Et puis surtout, il a du mal à se faire oublier puisque tout le monde adorait Patrick, c'était un petit peu la référence. Et lui, il va devoir s'imposer en fait par rapport à l'image de cet ancien chef qui, je répète, pouvait avoir des amitiés qui peuvent être en tout cas discutables. Bref, globalement à la fin, c'est plutôt moyen, 5,5. Bon, c'est pas catastrophique. C'est en dessous de beaucoup de créations originales de Canal, un type, je sais pas, Braco. Et qu'est-ce que reprochent les membres de Sens Critique à BRI par exemple? C'est les scènes d'action qui sont plutôt réussies. Globalement, ça marche bien, c'est assez vénère comme série. En revanche, c'est le scénario qui semble parfois peu crédible et certains personnages qui peuvent être vraiment un peu caricaturaux.
notamment certains personnages de la pègre et aussi certains flics. Voilà, on est dans un monde très viril avec des explications, on se regarde dans les yeux, les non-dits, les sous-entendus et machin, il va mourir, Tout etc. ça, c'est un peu caricatural, quoi. Voilà, exactement. Alors à noter que la série n'est pas encore finie, il reste encore 2 épisodes, si je dis, ou 4, je ne sais plus, j'ai peur de vous dire une bêtise. Voilà, donc là aussi c'est pas mal, mais c'est quand même un petit peu en dessous de ce que peut proposer Canal en termes de création originale. Autre série cette fois-ci sur Apple TV et MyCanal. Donc sur Canal, exactement. Une série de science-fiction. Tout à fait, En une quelque série. sorte, Ouais. que j'attends j'attends qu'il y ait un peu plus d'épisodes pour pouvoir la commencer, parce que le pitch m'intéresse beaucoup. Il s'agit de Silo. Tout à fait. Silo, donc effectivement diffusé par Apple, donc qu'on peut retrouver sur Canal. Alors à la base, Silo, c'est une série de romans qui a eu un gros succès dans les années entre 2012 et dans les années 2010 en gros. On est dans un monde alors le scénario est assez classique pour le coup. On est dans un monde post-apocalyptique. L'air est devenu totalement irrespirable et donc les derniers habitants sur Terre vivent dans un silo de 144 étages aux règles extrêmement strictes et avec évidemment la reproduction de tous les schémas de classe sociale. Et quand je dis c'est strict, la sanction c'est de vous faire sortir du silo et donc de mourir dehors parce que l'air est irrespirable. Et en gros, on va suivre des héros qui vont comprendre que les instances dirigeantes en fait cachent des choses, qu'il y a des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on pourrait penser. Et c'est rigolo parce que le pitch me fait penser à une série que je regardais quand j'étais petit, qui c'était L'Âge de cristal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série. C'est à peu près la même histoire. Les gens étaient enfermés dans une espèce de bulle en sous-sol et en plus il y avait on tuait les gens quand ils vieillissaient. Alors voilà, à partir de 30 ans on les tuait, mais on leur disait qu'ils ne pouvaient pas sortir en fait de cette bulle puisque la terre était invivable et il y a des fugitifs qui sortent et qui se rendent compte qu'on peut vivre dehors et qu'il y a même il y a une civilisation, etc. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est un thème assez récurrent, comme on avait avec et qui est assez fascinant aussi. Le film et la série sur le train Snowpiercer de Bong Joon, Park Chan-wook, pardon, j'ai oublié, un grand réalisateur coréen. Oui, c'est un thème de toute façon qui est assez classique à la littérature SF et aux séries. Et pourtant, même si c'est classique, on a des très beaux retours puisque la série est à 7 de moyenne avec seulement 4 épisodes. Il faut savoir que chez nous, souvent, ils attendent la fin de la série pour la noter, mais déjà là, ils mettent des notes. La réalisation est très bonne, très clairement. Les personnages aussi fonctionnent vraiment bien. Et en particulier, donc l'héroïne qui s'appelle Rebecca Ferguson, qui joue Juliette. Et c'est elle, évidemment, par qui le changement va arriver. On a aussi la présence de Tom Robbins. On est assez content, parce que ça faisait longtemps qu'on avait... Tim Robbins, pardon. Tim Robbins, oui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait... on le voit un petit peu moins ces derniers temps. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Ça pose des vraies questions, les questions sur les enjeux sociétaux, notamment de classe sociale, on vous ment, etc. Donc évidemment, beaucoup de parallèles avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout le monde se pose toujours beaucoup de questions. Donc voilà, c'est la série cette semaine, on va dire, qui est la recommandation des utilisateurs. C'est pas mal quand même. Et ça va potentiellement monter avec la fin des épisodes, si ça se termine bien. Silo, donc sur Apple TV, sur MyCanal. On se rend compte d'ailleurs que ce deal, c'est vraiment le deal de l'année, à la fois pour les clients, enfin pour tous ceux qui sont abonnés à MyCanal, et je pense aussi pour Apple TV, qui d'un coup se retrouve avec une exposition de ces séries. Si vous l'avez noté, je vous parle très rarement des séries Apple, parce qu'elles génèrent peu au final de popularité. Et là, d'un coup, je pense que je vais vous en parler pendant les mois qui viennent, c'est sûr que je vais vous en parler, parce que joli coup, en termes d'accessibilité... de la part de Canal et d'Apple TV. Autre série qui était très attendue, qui est en cours de diffusion sur France Télé. Tout à fait. Il s'agit de la série sur Brigitte Bardot. Tout à fait, la série Bardot. Donc, je change évidemment complètement d'univers. Bon, voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'une des plus grandes icônes du XXe siècle. On la connaît tous après. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ont essayé de faire donc Daniel et Christopher Thompson. Donc, c'est une série biopic qui va retracer en fait la vie de Brigitte Bardot de la fin des années 40, donc globalement de la fin de son adolescence jusqu'à la naissance de son premier enfant dans les années 60, et notamment son idylle avec Roger Vadim, qui va être aussi un petit peu son Pygmalion. Oui, qui est un peu l'amour de sa vie. Exactement. Et il en a eu quelques-unes, des amoureuses, ce cher Roger. Et donc, à travers son parcours, en fait, c'est surtout l'histoire de l'émancipation d'une femme qu'on va suivre, puisqu'on apprend que Brigitte Bardot était issue d'un milieu très catho, très serré, très, très engoncé, et elle ne va avoir que de cesse que de sortir de ce carcan.
Et elle est un petit peu à l'origine, en fait, elle fait partie, en tout cas, des personnes qui ont créé ce qui a permis, en fait, d'arriver à la révolution sexuelle des années 60. En fait, ça a commencé dans les années 50 avec ce type de personnes, complètement. Et voilà. Et puis, je pense que les plus jeunes ne se souviennent pas, mais Brigitte Bardot était peut-être avec Elvis Presley et Marilyn Monroe, les personnes les plus connues dans les années 50 et 60. Et alors, les retours sont moyens. On est à 5,6. Les retours en dehors de Sens Critique, les retours sont pas fous. Ils sont pas catastrophiques. Ouais, c'est très classique. Alors certes, l'époque est bien reconstituée, les décors, les costumes, etc., etc. Après, j'ai lu beaucoup de choses négatives sur le jeu des comédiens. Je ne sais pas si sont les comédiens ou les comédiennes ou la direction d'acteurs. Ça, c'est difficile de le savoir, mais ça fonctionne moyen. Les dialogues fonctionnent moyen. On a du mal à y croire. Ouais. On a du mal à rentrer dans le... Moi, le sujet m'intéresse forcément parce que c'est le cinéma. Oui, et puis on est un peu... Enfin, on fait partie de cette génération où on a connu Bardot... Enfin, pas tout à fait, mais disons que dans les années 70-80, elle était encore présente médiatiquement. On était contemporains. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis, bon, on a vu... Enfin, ça a été une icône. Ça manque de chaleur, ça manque de spontanéité. En fait, il y a certains acteurs... Voilà, je pense que ça sera difficile de franchir encore une étape. Enfin, voilà, ça semble pas naturel. Non. Mais bon, le sujet reste intéressant. Mais bon, après... c'est la magie des séries. La deuxième saison, elle va être difficile, je pense. Ouais. Ah, il prévoit une deuxième saison ou tu penses que... on s'arrête. Tu sais, c'est toujours pareil, une série, enfin, on s'arrête. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait raconter la deuxième partie. Je sais pas, elle a 25 ans, je crois, quand ça s'arrête, ou 28 ans. Donc on pourrait attaquer la deuxième partie de sa vie, sûr. mais qui est peut-être moins emblématique et... Enfin, voilà, on verra. En tout cas, c'est sur France TV. C'est ça. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Quand même, les gens étaient au rendez-vous, entre guillemets. Il y a quand même des gens qui sont allés la regarder. La deuxième semaine a plongé en audience. Ça m'étonne pas. Autre série qui buzz sur Sens Critique. Alors là, c'est Prime. Prime qui, quand il met les moyens. Et Citadel est l'une des séries, je crois, les plus chères au monde. Une des séries les plus chères de l'histoire, 300 millions de dollars. Et surtout, c'est un projet, puisqu'il y a d'autres séries qui sont en cours de production, de tournage, je ne sais pas, mais il y a 2 autres séries qui vont être déclinées de cet univers. Un peu comme Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Enfin, la licence du Seigneur des Anneaux sur Prime. C'est exactement ça. Et là, on sent qu'ils veulent créer, en fait, parce qu'en plus, ce sont les frères Russo qui sont derrière cette série. Frères Russo qui sont les spécialistes, vous savez, chez les Marvel, de faire des ponts entre les films, entre les licences, etc. Et là, à première vue, c'est ce qu'ils veulent reproduire. Néanmoins, c'est pas gagné. Les retours sont très mauvais. C'est vrai. Les retours, c'est une cata. Mais, et pareil, parce que parfois, tu sais, je regarde Sens Critique. Bon, Sens Critique a la réputation quand même d'avoir des gens. Oui, vous êtes assez exigeant. Enfin, la communauté est assez exigeante. J'ai regardé un petit peu partout. Ça le fait vraiment, vraiment pas. En 2 mots, on est entre Jason Bourne et James Bond, l'histoire de deux anciens agents secrets dont la mémoire est effacée, qui ont retrouvé une vie normale, mais qui vont avoir des flashbacks et machin, et qui vont se souvenir qu'ils étaient peut-être Donc on est sur un scénario ultra classique, mais vraiment directement emprunté de Jason Bourne. Et voilà, et la note, la note, elle est sans appel, elle est à 4,3. Voilà. 4,3 chez nous, c'est vraiment pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Non. Et 300 millions, ça fait cher la mauvaise note quand même. Après, c'est toujours pareil, on va voir. Tu sais, t'as des séries qui peuvent être mal notées, je répète, indépendamment de Sens Critique, si on regarde même les plateformes américaines, et puis qui font quand même des succès d'audience. C'est pas toujours corrélé, mais là, quand même, l'indication, elle est quand même assez sévère. Bon. Et le principal reproche, surtout, juste pour terminer, c'est vraiment ce manque d'originalité et de voir un espèce d'ersatz en fait de Jason Bourne et sans valeur ajoutée. Et puis je crois qu'il y a un autre truc qui déçoit, c'est que les frères Russo ont quand même une très bonne réputation. Oui. C'est quand même eux qu'on fait. Ils sont pas trop foulés là sur ce coup. En fait, ils ont récupéré le projet en cours de route. Ah. Ce qui n'est jamais un très bon signe. Quand tu changes de showrunner en cours de route, c'est rarement un bon message. Pascal, ça donne envie de regarder Citadel ou pas après? Non, moi je regarde le foot sur maintenant. Voilà. T'es un footeux, toi. Oui. Ah bah bravo, tiens. Toi, t'aimes pas le foot? Non. Voilà. On est 2. Oui, écoute, quoi. Donc on a gagné sur ce plateau. Pour ça que je pars. Je m'en vais. Allez, Bonsoir. On va poursuivre l'ultra haute émission avec Rebecca Blanc-Lelouch qui nous rejoint tout de suite. On va parler entre autres, revenir sur le Festival de Cannes avec elle.
Et mon cher Guillaume, mon cher Pascal, je vous demande d'accueillir sur le plateau du HE Rebecca Blanc-Lelouch. Salut Rebecca. Salut François. Ravi de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Rebecca que vous retrouvez sur BFM Business dans Hebdocom tous les week-ends. Rebecca est fan, pour tout vous dire, pour tout vous raconter notre vie. On est voisins de bureau avec Rebecca. Et quand on prépare nos émissions respectives, on parle souvent de séries, etc. Mais j'ai dit, mais il faut absolument que tu viennes dans UHE. Elle m'a dit, deal. Eh bien voilà, Rebecca est sur le plateau et on est très heureux. D'autant que Rebecca, l'actualité est plutôt chargée en ce moment. Tu étais à Cannes pour ce premier week-end du 76e festival et tu vas un petit peu nous raconter comment c'était, quelle était la température et est-ce que le cinéma retrouve ses couleurs là-bas ? En effet, j'ai été à Cannes, je me suis promenée sur la plage des producteurs, sur la plage du CNC, au marché. Sous la pluie bien sûr, parce que vraiment c'était pas drôle. Sous la pluie tout le week-end et le soleil est sorti quand je suis partie. Et ben voilà, ça c'est cool. Et en effet, donc, ce qui ressort, la première chose qui ressort de la part des gens avec qui j'ai pu discuter, producteurs, distributeurs et agents, c'est que le public retourne en salle. Au mois d'avril, la fréquentation des salles a retrouvé son niveau d'avant-crise et c'est vraiment un rebond qui redonne le sourire à tous les professionnels et c'est ce qu'ils me disent en premier à chaque fois. Et concernant le marché du film, on sent que c'est un petit peu plus contrasté quand même. Les producteurs me disaient que ce sont les films de catégorie intermédiaire, c'est-à-dire à moyen budget, qui ont plus de mal à se vendre, parce que apparemment les plateformes ont moins de moyens qu'avant, commence à se serrer un petit peu la ceinture parce que la concurrence monte et puis elle rentre un peu dans une phase de stabilisation. Et les distributeurs, eux, me disent qu'ils privilégient les plus petits films, souvent produits pour les plateformes justement, ou alors, tout à l'inverse, les films à gros budget. Donc c'est vraiment les extrêmes. On est d'un extrême à un autre, des films à gros budget parce que y a un espèce de côté spectaculaire qui donne envie aux gens en fait d'aller les voir en salle. Comme par exemple à Cannes, le 5e volet d'Indiana Jones qui était très 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 attendu et qui a coûté 300 millions d'euros, ou encore le film de Mai Wen avec Johnny Depp qui était distribué par le Pacte. En tout au marché du film, 13 500 participants ont été recensés. Il me semble que c'est 1000 de plus que l'année dernière, mais je ne suis pas sûre de ce chiffre. Et puis dans l'ensemble, l'ambiance était plutôt positive et le secteur était optimiste. Est-ce que tu as vu Harrison Ford ? Oui, je l'ai vu de loin. De loin. Bon, et tu as vu de près le film. Et j'ai vu le film. Le nouveau Indiana Jones, très attendu par des millions et des millions de fans, parce que voilà, on attendait plus cette suite finalement. Elle arrive. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Mon avis personnel, c'est que j'ai trouvé le rajeunissement d'Indiana Jones fantastique, pour justement l'avoir vu en vrai. Technologiquement, ils ont réussi, parce qu'il y a plusieurs passages dans le film où il est jeune. Ouais. Absolument, ça fait toujours plaisir de voir un Indiana Jones, ça c'est sûr. En revanche, les scènes d'action, je les trouvais un peu longues, un peu interminables. D'accord. Pas bon ça, Mais on va voir sur Sens Critique ce que ça donne. Il sort quand ce film ? Cet été, non, je crois. Il sort, oui, au mois de juin, juillet, je crois. C'est ça. Ouais. Et chez nous, non, les retours, parce qu'on a pas mal de gens qui sont à Cannes et il sort le 28 juin. Non, les retours sont pas bons. Ils sont pas bons ? Non. Zut. Ah là là. Bon, ça va faire 4 ou 5 millions quand même. Oui, en fait, je pense que oui, on s'en fout de savoir si c'est clair, bon ou pas. clair. Tout le monde veut revoir Harrison Ford. C'est un peu une Madeleine de Proust, ce truil-là. On a tous connu, on a tous le quatrième, pareil, qui s'était fait détruire par la critique, ça ne lui a pas empêché de faire. J'avais cartonné. Il a cartonné, bien sûr. En effet. En revanche, j'ai beaucoup aimé la comédienne qui partage l'affiche avec lui. Très bien. Dans l'actu, alors là, on quitte Cannes pour s'intéresser en fait à cette association entre MK2 et YouTube. Raconte-nous cette histoire. On ne quitte pas vraiment Cannes parce que ça a été annoncé. Ça a été annoncé à Cannes. Au Festival de Cannes. À l'occasion de ce Festival de Cannes, ça va s'appeler YouTube Ciné Club par MK2. Donc il s'agira de projection des vidéos les plus aimées, les plus appréciées sur YouTube en salle avec les créateurs de contenu en question, ou alors de projection de contenu exclusif, toujours en salle. Pour planter un peu le décor, YouTube aujourd'hui c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, 40 millions de Français qui vont sur la plateforme chaque mois. Et effectivement, l'industrie du cinéma s'en sert, que ce soit les acteurs historiques pour donner une nouvelle vie à leur production, ou alors la Gen Z cinéphile. Dans ce contexte de cette annonce du partenariat, YouTube a commandé une étude Ipsos qui révèle que 62% des 18-35 ans déclarent regarder un contenu à propos d'un film, que ce soit un
une bande-annonce, un trailer, un making-of sur YouTube et leur donne envie de le regarder. Donc en fait, voilà, ce qui ressort, c'est que YouTube, on pourrait penser que ça concurrence le cinéma, mais en fait, pas du tout, ça le valorise complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as rencontré à Cannes la DG de YouTube France et on regarde tout de suite un extrait de ton interview. Il s'agit de Justine Rist et on revient juste après. On a ce lien que je citais précédemment avec l'industrie du film parce que ce sont les ayants droit eux-mêmes, les studios, les producteurs qui décident de mettre leurs films sur la plateforme. Vous savez qu'on a plus de 10 millions de films qui sont disponibles sur YouTube. En fait, on ne le sait pas, mais on peut acheter, on peut louer. Que ce soit des courts-métrages, des courts-métrages, des longs-métrages. On peut aller de la boum. Vous faites la boum sur YouTube en moteur de recherche. Vous allez trouver tout de suite la proposition d'acheter ou de louer le film. Et puis après, vous allez trouver une quantité de contenu, d'analyse du film, de coulisses, etc. Mais si je fais sans filtre, la Palme d'Or, donc Triangle of Sadness, la Palme d'Or du président du Festival de Cannes cette année, Ruben Östlund, pareil, vous le trouvez en proposition à l'achat ou à la location, et ensuite tous les contenus parallèles qui parlent du film, qui analysent le film, qui critiquent le film. Et c'est ça, cette relation qu'on a avec les ayants droit, mais aussi avec tous les cinéphiles passionnés de cinéma. Donc c'est de ce constat-là que s'est monté le deal avec MK2. Et alors MK2, c'est allé un cran plus loin parce que l'idée, c'est on est dans un moment où l'industrie du cinéma a toujours au cœur de ses préoccupations la conquête ou la reconquête de l'audience des plus jeunes. Et donc, de la fréquentation des salles de cinéma. Voilà, la fréquentation des salles de cinéma. Et donc, dans ce contexte-là, c'était formidable pour nous d'aller un cran plus loin et d'accompagner cette expérience. Voilà, alors Pascal et Guillaume, le fait de se dire qu'on va diffuser dans des grandes salles du contenu YouTube pour en fait refaire venir les jeunes en quelque sorte en salle, c'est fou quand même. Ouais, c'est sympa. Après, il faut voir la qualité des programmes qui seront proposés et puis de savoir que pour l'instant, ça s'imite uniquement à MK2, qui est un réseau assez spécifique, qui a toujours été assez innovant. Oui, assez innovant. Dans sa façon énormément d'animation. Voilà. Ils projettent beaucoup plus que des films MK2 dans leur cinéma. Non, moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'au final, on voit les contenus cinéma avec les bandes annonces qui vont sur YouTube, Facebook et le reste de Meta. Là, c'est le contraire, en fait. J'avoue que c'est assez amusant. Après, oui, je pense pas... Enfin, ils vont pas faire 3 millions d'entrées avec. Voilà, ça va être quelques projets, mais le message, en tout cas, est intéressant. Et je pense qu'ils vont sélectionner leurs créateurs. Il y a quand même quelques créateurs qui font un job extraordinaire. Tu vois, que ce soit sur l'histoire, l'économie, etc. Et je pense que... je suis pas inquiet sur la qualité des contenus qui seront projetés. Non, puis ça fait une avancée intéressante entre les pop-corn et la pub. Je rappelle que historiquement, il y avait les nouvelles. À l'époque de Pathé de Gaumont. Puis après, on a eu des courts-métrages. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Quasiment plus. De courts-métrages dans les grandes salles, sur les grands réseaux. Donc c'est une façon de renouveler le genre. Après, il faudra voir effectivement quel type de contenus sont mis en avant. Rebecca, c'est aussi une plateforme qui est devenue incontournable pour tous les métiers de l'audiovisuel YouTube. Oui, absolument, que ce soit pour élargir son audience, stocker ou montrer ses productions, que ce soit n'importe quelle chaîne de télé. Le groupe Altis le fait d'ailleurs. Nous, on est disponible, toutes les chaînes du groupe Altis sont disponibles sur YouTube. Plateforme, sites comme Allociné, par exemple, qui place YouTube vraiment au cœur de sa stratégie. Pareil, on aurait pu croire l'inverse. On a plus tendance à regarder les bandes annonces sur Allociné. En fait, on regarde les bandes annonces d'Allociné sur les chaînes d'Allociné sur YouTube. Et c'est vraiment ça le nerf de la guerre pour Allociné. Donc ça permet une visibilité, mais aussi une modernisation des formats qui sont proposés par Allociné. Guillaume. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, de toute façon, aujourd'hui, si tu es un média, donc nous, je prends l'exemple de Sens Critique, qui est le mien évidemment, donc c'est un site internet à la base, mais aujourd'hui, nos réseaux sociaux sont aussi nos médias. C'est-à-dire qu'il y a Sens Critique, tu vas dessus pour regarder les notes, mais on a aussi nos pages Facebook, Insta, TikTok, etc. Et qu'aujourd'hui, ce sont des canaux de diffusion, tout comme le site, en fait. Donc, en gros, les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus des médias à part entière pour les chaînes qui les exploitent. YouTube se place comme un diffuseur, en fait. Ouais, j'ai une petite remarque par rapport à ce que disait Justine Rist. Quand elle dit que les films sont disponibles sur YouTube, c'est dans le cadre d'une offre légale. Bien sûr, c'est le Google Play Store. Bien sûr, et c'est de la VOD. Oui, c'est pas open bar sur YouTube. Il y a eu en un temps, il y a eu quelques années. Oui, là, c'est du piratage. C'est du piratage. YouTube faisait la chasse justement au contenu illégaux. Moyen. Ah bon ?
Ouais. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un Aujourd'hui, film. plus, mais à une époque, fallait vraiment insister pour que... Ah ouais. Il y a eu des procès légendaires qu'on ne commentera pas ici entre les grandes chaînes de télévision françaises et YouTube où il y avait des passoires monumentales et d'ailleurs ils demandaient pour lutter contre cette piraterie d'utiliser leur logiciel de détection. Et si tu signais le contrat avec YouTube de détection des contenus, ça permettait de les éliminer et surtout de t'en redonner la paternité en termes d'IP parce que c'est très compliqué à suivre. Rebecca, alors que tu étais à Cannes, tu as rencontré la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Alors, tu ne l'as peut-être pas rencontrée, mais en tout cas, tu as J'étais à sa conférence de voilà, presse. tu étais à sa conférence, qui a dévoilé un plan qui a pour objectif de faire de la France le leader européen des tournages et de la production numérique. C'est dans le cadre de ce plan France 2030, qui a été initié par le président Emmanuel Macron. Au total, 350 millions d'euros pour le budget. Absolument, ce plan s'appelle la Grande Fabrique de l'Image. Et alors les chantiers principaux sont la création de studios et de plateaux de tournage et l'éducation l'éducation au métier par la formation. Donc je cite la ministre, anticiper le cinéma de 2030 et faire de la France une terre de tournage et ainsi créer de l'emploi. Alors qu'en effet, certains métiers de la filière audiovisuelle sont en tension et pourtant plutôt attractif auprès de la jeunesse. C'est un projet plutôt ambitieux sur la durée parce que Rima Abdul Malak a dit que les négociations de la répartition financière se feront dans ces 2 prochains mois. Donc il y a eu 175 dossiers qui ont été déposés, 68 projets qui ont été retenus, dont 11 studios de tournage, 12 studios d'animation, 6 studios de jeux vidéo, 5 studios d'effets spéciaux et de post-production et 34 organismes de formation. Donc voilà, c'est un vrai coup d'accélérateur qui fera doubler la surface des studios de tournage qui est aujourd'hui disponible en France. Alors, est-ce que demain, on pourra aller, comme aujourd'hui, on va chez Universal Studios ou dans les Warner Studios, aller visiter cette fabrique de l'image ? C'est l'idée, c'est ce que souhaite Rima Abdul Malak. Pourquoi pas ? Alors, petite info, la France n'est que 5e site en termes de surface en Europe. Largement devancé par le Royaume-Uni et surtout avec une particularité, c'est que là, finalement, la manne publique vient aider la construction de studios parce qu'en Angleterre et en Espagne, c'est Netflix qui a fait un chèque pour construire des vrais blocs. Des usines à production. Des usines à production. Ouais. Et donc, ils ont 2 très gros projets donc en Grande-Bretagne et en Espagne. Et la France ne fait pas partie des projets Netflix. Ce qui fait que je crois qu'on avait 58 000 mètres carrés uniquement avec la Victorine à Nice, Brie-sur-Marne et puis les studios de Paris, anciennement les studios de Besson, ce qui reste très très faible. Par contre, on a un avantage par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a les plus beaux décors naturels sans doute de toute l'Europe et en particulier Paris, qui est devenu un lieu de tournage incontournable. Puis le système d'aide des régions aussi qui joue évidemment. Mais je pense qu'en Espagne, de la même manière, il y a dû avoir des négociations 30% fiscales. 30% de ristourne fiscale pour les gens qui tournent en Espagne. Mais les régions, les régions sont des financeurs du cinéma français aujourd'hui. Oui, pour promouvoir leur région, exactement. justement. Et donc, tu as certains films, je sais pas, qui vont se tourner en Bretagne, alors que l'histoire n'était pas du tout bretonne. Mais la Bretagne, la région va financer en Le partie. Grand Est le fait aussi, enfin toutes les régions. Toutes les régions le font de toute façon. Ouais. Mais globalement, la France, ça reste comme le pays au monde où le cinéma est le plus aidé. Faut jamais... Et c'est grâce à ça qu'on a l'industrie du cinéma et le CNC. Cette fameuse exception culturelle qu'on évoque. On est complètement dedans. Là. Régulièrement. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin de cette UHE. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous. Merci Rebecca. Merci tu reviens quand de m'avoir accueilli. Voilà. Rebecca Blanc-Lelouch qu'on retrouve donc sur Hebdocom, sur BFM Business tous les week-ends. Merci Pascal Le Chevalier. À très bientôt. François. Et merci à Guillaume. Et je vous invite évidemment à consulter Sens Critique, bien sûr, ce que je fais tous les week-ends avant de regarder la série que j'ai choisie avec toi, en tout cas avec toute la communauté de Sens Critique. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que UHE, on parlait de YouTube, est disponible sur YouTube dans son intégralité. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'appli RMC BFM Play, sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, que ce soit chez Free, Orange, SFR ou Bouygues. À très bientôt et merci de nous suivre.